Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et je travaille maintenant à mon compte en tant que rédactrice web SEO. Aujourd'hui, je suis aussi épanouie dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout, je suis bien placée pour savoir que le chemin de la reconversion peut être très long. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une 3e saison d'interviews pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 22e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Peggy. Elle a été professeure des écoles pendant 22 ans avant de tomber dans ce qu'elle appelle un cadeau mal emballé. J'ai nommé le burn-out. Aujourd'hui, Peggy va beaucoup mieux. Elle a pris le temps de se soigner, elle a appris à mieux se connaître et elle a obtenu une rupture conventionnelle. Elle est à présent formée à l'hypnose, à la neuronutrition, à la micronutrition et au bilan de potentiel. Ce qui lui permet d'accompagner les profs, mais pas que, à retrouver leur étincelle comme elle. Dans cet épisode, on parle de santé physique et mentale, de polyvalence, de gratitude et du fait de se sentir à la bonne place. Bonne écoute. Bonjour Peggy. Bonjour Florence. Je suis contente de te recevoir dans le podcast parce que ça fait plus d'1 an du coup qu'on discute ensemble et tu as sagement patienté, donc je te remercie. Oui, plus d'1 an, peut-être même 1 an et demi. Ouais, c'est possible parce qu'on avait évoqué la saison 2 qui était pleine et j'ai mis beaucoup de temps à commencer les enregistrements pour la saison 3. Donc, mais c'est un plaisir. Tout vient à point à qui sait attendre. Je n'aurais pas dit mieux. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Peggy Giraud. Et avant, j'étais prof. Et je me suis spécialisée dans le stress. Dans le stress occasionnel, comme par exemple un entretien, un examen, mais surtout dans le stress chronique, comme le burn-out. Voilà, donc maintenant, j'accompagne les profs, mais pas que, les femmes en général, qui sont épuisées, stressées par leur travail et qui veulent se libérer du stress, se relever de leur burn-out, puis retrouver un job qui soit épanouissant. Voilà. Puis pour ça, je me suis formée dans plein de choses pour accompagner les personnes en façon tête, cœur, corps. C'est-à-dire aussi bien pour retrouver sa stabilité émotionnelle, donc le cœur, avec l'hypnose, la psychologie positive, que corporelle, parce que le stress, ça épuise. Donc, je me suis formée à la neuronutrition et la micronutrition, qui ne sont pas très connues encore. Et puis, pour retrouver le job épanouissant, pour être dans notre flow, je me suis formée au bilan de potentiel. Donc, plein d'outils pour accompagner mes collègues profs, mais pas que, toutes femmes épuisées. Bon, j'ai quelques hommes. Peut-être qu'ils sont moins épuisés que les femmes, qui sait ? Alors en fait, c'est qu'ils n'osent pas forcément demander de l'aide. Ça ne m'étonne pas, c'est souvent le cas malheureusement. Nous, on a nos biais en tant que femmes et eux, je pense qu'en tant qu'hommes, subissent aussi certaines pressions sociales où tu n'oses pas forcément montrer tes faiblesses, entre guillemets, qui peuvent, j'imagine, après se révéler être des forces, parce que le fait d'aller de l'avant comme ça et de se faire accompagner, finalement, t'apprends aussi à te connaître et ça peut être pour un bien, mais voilà, il y a ce moment désagréable où il faut accepter qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Tout à fait. Si tu reviens sur ton parcours depuis ta jeunesse, qu'est-ce que tu as suivi comme études et qu'est-ce qui t'a poussé au tout départ à devenir prof ? Alors, si je dois revenir dans ma jeunesse, moi, j'étais la bonne élève, perfectionniste, avec des parents issus d'une catégorie socio-professionnelle très défavorisée, donc avec une forte pression, fallait bien réussir à l'école. À 4 ans, j'ai eu mon premier tableau de maîtresse. Et quand j'ai dit que je voulais être maîtresse, mes parents étaient aux anges. C'était un peu une revanche. Mes parents n'ayant obtenu que leur certificat d'études primaires, donc de simples ouvriers. Donc, par vocation, je suis devenue prof des écoles, mais aussi par loyauté familiale. Enfin, ça, je l'ai compris que récemment. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'a déplu, puisque du coup, aujourd'hui, tu n'y es plus ? Bon, moi, j'ai fait un bac scientifique, donc j'aimais apprendre. Donc, dans ce métier, on apprend. J'ai toujours aimé enseigner, en fait. Je trouve que c'est un métier très, très passionnant. Mais dans ce métier, il me manquait toujours quelque chose. Puis je me suis fait agresser il y a 10 ans de cela par une maman à la sortie d'école. Enfin bon.
Donc, en fait, quand j'ai exercé ce métier, il me manquait quelque chose. Donc, j'ai cherché ça dans différentes écoles. Donc, je suis allée enseigner en école rurale, en école en classe unique, en école urbaine, en Charente, dans le Rhône, en école internationale au Québec, en RED+, en Martinique. Enfin bon, ça, c'était génial dans le métier, c'est parce qu'on peut voir plein de paysages professionnels. Donc, je me suis dit, ouais, bon, maintenant, j'ai plein de choses dans mon bagage. Donc, OK, je vais passer PEMF. Bon, je pensais que ce serait top. Mais il manquait encore quelque chose. Alors après, je suis passée conseillère pédagogique, puis assistante de prévention des risques psychosociaux. Et puis là, j'ai découvert l'envers du décor. Puis, j'ai pas aimé du tout ce que j'ai vu. C'était pas vraiment en accord avec mes valeurs. On m'a fait faire des choses... on a abusé de ma bonne volonté. Enfin, je suis toujours une bonne élève, donc je voulais faire bien. Puis, voilà. Puis, le stress. Donc, c'est sur ce type de poste-là que finalement, le burn-out est arrivé. C'était ton dernier poste ? En fait, ça a commencé quand j'étais enseignante, surtout quand je me suis fait agresser. Puis ça s'est installé petit à petit, mon burn-out, en fait. Hein. Tout doucement. Parce que c'est très insidieux, hein, le burn-out. C'est un petit peu de stress, puis après, il y a des vacances, on se repose. Puis après, on retombe dedans, puis on se repose encore. On pense que ça va aller mieux. Enfin, on prend sur soi. Puis, mon corps a commencé à dysfonctionner. Donc, ma mâchoire qui était bloquée. Après, j'ai eu des problèmes d'adénomiose. Donc, il a fallu enlever l'utérus. Enfin, tout mon corps commençait à dysfonctionner à cause du stress chronique. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Puis, en plus, je ne savais même pas ce que c'était que le burn-out. Donc, voilà, j'avais même créé un petit groupe d'entraide sur Facebook, Étincelle ta vie, pour les femmes qui rentraient du travail épuisées comme moi. Bon, ça nous aide bien, mais... Voilà. Puis un jour, mon corps, il a dit stop. J'ai fait une aponévrosite plantaire, je ne pouvais plus marcher. Oui, effectivement, c'est un stop clair et précis. Disons que je n'avais pas voulu écouter mon corps. Hein. Je voulais donner aux élèves, je voulais donner après aux enseignants quand je les formais. Voilà. Mais mon corps, à un moment, il a dit, bon, allez, c'est bon là. Hein. Il t'avait envoyé quelques signaux que tu n'avais pas très bien écoutés aussi, il faut dire. Tu devais être un peu déçu, là, la bonne élève que tu es d'habitude, quand même. Bonne élève pour les autres, mais pour moi... Bon. Exactement, c'est le souci de beaucoup trop d'enseignants, malheureusement. Oui. Voilà, et puis j'ai fini totalement brûlée. Hein. Mais les médecins ne comprenaient pas, en fait, ce que j'avais. Ah, ils n'arrivaient pas à mettre en relation les différentes pathologies, quoi. Non, parce qu'en fait, le burn-out, c'est quand même 130 symptômes différents. Comme c'était des spécialistes, ils ne faisaient pas le lien entre tout ça. Donc, c'est une psychologue du travail qui m'a fait passer un bilan de potentiel. Et grâce au bilan de potentiel, j'ai compris que je surexploitais mes potentiels faibles et que je sous-exploitais mes potentiels forts. Donc, ce qui fait que j'étais pas alignée, en fait. D'accord. Et un bilan de potentiel, c'est l'équivalent d'un bilan de compétences ou c'est différent ? C'est un peu différent parce que là, on ne se base pas sur tes centres d'intérêt, on se base sur ton profil cognitif professionnel. Donc, pourquoi tu es fait, en fait. Et en fonction de ton profil cognitif professionnel, ça va définir des secteurs et des fonctions. Voilà, donc c'est très précis, très puissant. Tu vois, par exemple, bilan de compétences, il y a une personne enseignante qui avait fait un bilan de compétences qui lui avait dit, le bilan de compétences avait dit qu'il fallait qu'elle soit prof. Sauf qu'elle était déjà prof et elle voulait plus. Et ça n'allait pas. Voilà. Et finalement, on a fait un bilan de potentiel. Effectivement, il y avait bien l'accompagnement des autres, mais du coup, c'était plus précis. On a travaillé sur la sophrologie. D'accord, oui. Donc, il y a quand même l'idée commune, mais c'est pas la même finalité du tout, quoi. Donc, elle, c'est plus accompagner les enfants en individuel, donc en binôme, plus précisément, et puis plus précisément dans les émotions, dans la sophrologie. Voilà, parce que le bilan de compétences, c'est souvent assez vaste. Donc, le bilan de potentiel, on est un petit peu plus précis, en fait. Puis, en tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre mon burn-out et ça permet vraiment aux gens de comprendre pourquoi ils se sont brûlés, en fait. Oui, parce que si tu ne le comprends pas, j'imagine que c'est difficile à accepter et que potentiellement, ça veut dire que tu ne comprends pas les signaux que tu as pu vivre et en fait, tu peux retomber dans le même cercle vicieux, quoi. Voilà, et retomber sur des potentiels faibles qui fait que tu vas encore être sur un métier énergivore ou chronophage. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, mais en fait, tu t'épuises plus que les autres, quoi. Et toi, justement, quand ton burn-out est arrivé, est-ce que tu as été directement en arrêt et tu n'es jamais revenu ? Ou est-ce qu'il s'est passé plusieurs étapes avant que tu aies le métier que tu as aujourd'hui ?
Alors, quand ça a vraiment été déterminé, donc le médecin écrit trouble anxieux dépressif, hein, parce que burn-out, c'est pas reconnu encore. Donc, quand cette psychologue du travail m'a permis de comprendre, tout de suite, je me suis mis à lire sur le sujet, parce que voilà, moi, j'aime apprendre, donc il a fallu que je me renseigne. Et j'ai retenu une phrase: celui qui voit que le burn-out est une belle occasion de renaître de ses cendres, comme un beau cadeau, certes mal emballé, se remet plus vite du burn-out. Alors, je me suis dit, bon, ben, moi, je vais regarder mon burn-out comme ça. Allez, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ok. Donc, j'ai lu ensuite, 75% des gens qui retournent dans leur même milieu professionnel, qui sont tombés en burn-out et qui retournent dans le même milieu professionnel, retombent encore en burn-out. Pas très engageant. Voilà. Donc, je me suis dit, ben là, c'est décidé, je me reconvertis. Donc, dès que le diagnostic a été posé, c'était clair pour moi. D'un point de vue administratif, est-ce que tu as attendu longtemps avant de prendre une décision ? Est-ce que tu as tout de suite démissionné ? Est-ce que tu as commencé par une dispo pour peut-être assurer tes arrières ? Comment est-ce que tu t'y es pris et est-ce que ça a été bien accueilli de la part de ta hiérarchie ? Alors, j'ai commencé par me soigner. Oui, j'aurais dû commencer par ça. J'ai accepté, malgré moi, le congé longue maladie. J'ai commencé par un congé longue maladie, même si moi, je voulais tout de suite reprendre le travail, vite. On est souvent comme ça. Mais j'ai pas trouvé de spécialiste du burn-out. Donc, j'ai un petit peu fait, moi, ma propre coordination de mes propres soins avec mes lectures. Donc, je me suis soignée par l'hypnose, la neuronutrition avec un médecin suisse, la micronutrition. Enfin, j'ai mis tout ça en place pour moi. J'ai pris une coach en reconversion professionnelle. Voilà, un psychiatre. Puis le psychiatre, il a dit, bon, Madame Giraud, c'est quoi votre passion ? Ben, je dis, moi, j'aime apprendre. Bon, ben, il dit, faites un stage de tricot, de yoga. Je dis, non, je n'ai pas envie d'apprendre ça. Hein. Et donc, j'ai décidé de me former. Donc, d'abord, je me suis formée. Et après, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Parce qu'en fait, moi, mon psychiatre avait signé une autorisation dérogatoire. Je pouvais suivre des stages. Mais bon, j'étais encore très fatiguée, donc j'ai beaucoup suivi de stages à mon domicile. Mais j'ai pu me former avant. Et après, demander ma rupture conventionnelle. Ah mais oui, c'est vrai que toi, tu as eu ta rupture conventionnelle. Tu fais partie de ces quelques chanceux. Tout à fait le début, en fait. Quand j'ai demandé, ça s'est passé en janvier 2020, la rupture conventionnelle. Et moi, j'étais au début. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Oh là là, non, c'est pas le moment, il y a le Covid, tu vas jamais y arriver, tu n'auras jamais de clients. » Enfin, il y a eu plein de rageux, en fait. Tu te rends compte, tu vas manquer d'argent. En fait, c'était leur propre peur. Hein. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas les écouter, en fait. Hein. Mon beau-père m'a dit « Mais attends, tu as une bonne place. » Ben, moi, je lui ai dit « C'est peut-être une bonne place, mais c'est pas ma place. » Oui, c'est ça. Parce que la bonne place, dans l'état dans lequel elle te met, c'est peut-être pas ta bonne place, effectivement. Il y a 2-3 questions à se poser, là. Ouais, voilà. Et en fait, comme je me suis formée en amont, ça a rassuré l'éducation nationale, finalement. C'est-à-dire qu'ils ne me laissaient pas partir comme ça, sans rien. Voilà, ils étaient sûrs que j'allais me reconvertir et du coup que j'aurais moins à toucher le chômage, l'allocation de retour à l'emploi. Et j'ai toujours entendu dire que plus le dossier était béton, plus il y avait de chances d'obtenir sa rupture conventionnelle. Alors même si cette année, apparemment, il y a eu énormément de demandes et peut-être que le Covid, effectivement, y a été pour quelque chose. Et il y a beaucoup d'académies où, face au nombre de demandes, pour pas avoir à faire de choix, entre guillemets, ils ont refusé à tout le monde. Comme ça... pas de jaloux, quoi. Ouais, c'est pas partout, mais c'est vrai que... Puis moi, j'étais en arrêt longue maladie, donc de toute façon, j'allais pas revenir. Et puis après, quand ils m'ont demandé de revenir, j'ai dit, puisque j'attends toujours le résultat de ma rupture conventionnelle, je me mets en dispo. Donc j'ai été pendant 1 mois et demi en dispo. Donc pour eux, c'était clair que j'allais pas revenir de toute façon. Et j'avais l'appui du médecin qui avait fait un courrier en disant que de toute façon, il n'était pas recommandé que je retourne dans le même milieu professionnel. Question purement technique, comme tu étais en arrêt puis en dispo et que j'ai toujours entendu dire que la rupture conventionnelle, l'indemnité était calculée sur l'année qui venait de s'écouler, est-ce que tu as quand même pu avoir une indemnité ou pas ? Oui, parce que j'ai été qu'1 mois et demi en dispo. Et en arrêt, tu touchais quand même quelque chose qui a permis de calculer ton indemnité ? Je touchais, comme on dit en congé longue maladie, on dit en CLM, tu touches ton salaire à temps plein, enfin à 100%, pardon. D'accord, ok. Ah, je ne savais pas. Je pensais que tu avais peut-être une partie, mais que ce n'était pas forcément pris en compte de la même façon. Oui, mais pas pour le congé longue maladie. Donc, c'est bon. J'ai pu avoir une belle indemnité, d'ailleurs. D'accord. Que tu souhaites partager ou pas forcément ?
Écoute, il n'y a quand même pas de tabou. Hein. J'avais été 22 ans dans l'éducation nationale, j'ai donc eu 25 000 euros. Donc, ce qui est bien pour pouvoir se lancer. Ça a permis, en tout cas, moi, de financer mes formations parce que j'avais quand même pris sur mes économies plus de 6 000 euros pour me former. Parce que j'ai fait quand même plusieurs formations. Je me suis formée au bilan de potentiel, à la neuronutrition, à la micronutrition, à l'hypnose, à la psychologie positive, aux addictions. Donc, c'est ça fait une petite somme arrivée à la fin, quoi. oui. Donc, j'ai pu après renflouer déjà cette partie, puis après me lancer. Hein. Et justement, puisqu'on parle de tes formations, je fais directement le lien. Celles qui te sont, on va dire, le plus utiles ou qui ont été les plus importantes, parce que tu en as fait beaucoup, donc je ne vais pas te poser la question pour toutes. Mais est-ce que tu te souviens combien de temps ça t'a pris et combien ça t'a coûté? Alors moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller droit au but. Donc, il faut que ce soit des formations courtes. Je suis une femme de terrain, donc j'ai besoin de mettre en pratique ce que j'apprends. Donc, voilà, il faut que ce soit quelque chose de court et puis de directement utilisable. Donc, j'ai fait des formations qui durent à peu près 3 semaines. Par exemple, l'hypnose, 3 semaines de stage intensif. Et après, j'ai mis tout de suite en application avec des proches. J'ai fait des rendez-vous gratuits. Voilà, tout de suite, moi, je me suis formée par la pratique, par l'expérience. Enfin, c'est comme ça que j'aime me former. Le bilan de potentiel, pareil. Ça dure, on fait ça en 3 fois 2 jours, étalé sur 6 mois. Et on pratique entre-temps. Voilà, ça c'est important pour moi de pratiquer. Pareil pour la micronutrition, la neuronutrition. Plein de petites formations tous les jeudis midi. Puis maintenant, ça y est, ça roule tout seul. Finalement, un petit peu comme ce qu'on préconise aux enfants, de faire beaucoup de pratiques, de manipulation, de mise en place, passer à l'action, quoi. Ouais. Et puis je trouve que quand on est dans une vie d'adulte, hein, c'est difficile de se prendre 2 ans comme ça pour s'arrêter, pour se former. Donc, c'était important pour moi que je puisse travailler en parallèle, en fait. Et est-ce que tu te souviens de leurs coûts approximativement, ou du moins lesquels étaient les plus accessibles et à l'inverse les plus onéreuses? La plus chère, ça a quand même été l'hypnose, puisqu'en plus, j'ai fait des spécialisations en chrononutrition hypnose et puis tabac, hypnose, addiction. Donc là, c'était quand même, j'ai quand même dépensé la moitié de mon budget, 3 000 euros. Voilà. Puis les autres ont coûté un peu moins cher quand même. Donc, et puis le bilan de potentiel, j'en ai eu pour 1600 euros. Mais dernièrement, j'ai fait une spécialisation en plus qui m'a coûté 500 euros de plus. Ça reste pas non plus des très très grosses sommes. Il y a des formations qui sont beaucoup plus chères. Oui, j'ai vu que des fois, il y a des formations où la formation seule, c'est 8, 9, 10 000 euros. C'est impressionnant. Je sais pas, alors quand tu obtiens effectivement une rupture conventionnelle ou que tu as déjà eu l'occasion d'économiser, que tu as tes fonds propres, ok. Mais c'est vrai que quand je vois le salaire d'un enseignant, pour réussir à mettre de côté 10 000 euros qui vont te servir à faire une formation, c'est pas donné, quoi. Pour ne pas dire, selon les profils, ça peut être même inenvisageable, je pense. Ça, c'est ce qui a été le plus dur pour moi, hein, de prendre des décisions financières sans savoir si j'allais avoir un retour sur investissement. J'avoue que dans ma reconversion, c'est ce qui a été le plus dur. Mais bon, on s'en sort. Hein. Oui. Mais je compatis parce que moi, ça faisait partie de mes questionnements quand j'ai voulu me reconvertir. La formation que j'ai choisie, j'y ai pas mal pensé. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des retours de personnes avec qui j'ai pu discuter de vive voix. Et donc, je savais que ça allait être rapidement rentabilisé, sachant qu'en plus, en tant qu'enseignant, moi, j'étais en début de carrière. Donc, retrouver mon niveau de vie, je savais que ça allait être relativement simple parce que j'étais pas énormément payée comme j'étais à 6 ans d'ancienneté. Donc, mais oui, ça fait partie des questionnements entre est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Voilà. Mais j'aide beaucoup les enseignants dans cette peur-là, la peur du manque, la peur de manquer. J'ai travaillé sur moi avec le livre « Ce que l'argent dit de vous » pour vraiment travailler sur cette peur du manque. Ça y est, c'est dépassé. Hein. Ça fait partie des choses à travailler. Hein. Voilà, bon, ça se fait bien. Et à quoi ressemblent tes journées maintenant? Parce que du coup, tu es un peu multicasquette avec toutes ces formations à ton actif. À quoi est-ce que tu as des journées type ou pas? J'imagine que tu vas me répondre ou pas. Mais est-ce que, sur une semaine ou sur un mois, est-ce que tu as des activités qui sont plus récurrentes que d'autres ou des activités que tu aimes plus que d'autres? Alors, je voudrais revenir sur le multicasquette que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, j'aime bien dire que je suis une léonarde, comme Léonard de Vinci qui a plein de cordes à son arc. En anglais, on dit une slasheuse, mais je préfère dire une léonarde. Et d'ailleurs, j'avais pris un coach en reconversion qui m'avait dit « Ah non, mais là, toutes tes formations, c'est sans queue ni tête, ça veut rien dire. »
Oh punaise. Donc, j'ai changé de coach et qui m'a dit « Ah, c'est intéressant, tous tes outils, tu es une léonarde. » Et là, j'ai découvert le mot et il me dit « Tu sais, on va ensemble chercher un fil conducteur à tout ça. » Et ça, je trouvais ça génial. Et il m'a dit « C'est quoi le problème que tu veux résoudre ?» Je dis « Moi, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde trouve son épanouissement au travail. » Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi, quoi. Qu'il arrête de se faire envahir par le stress, que chacun fasse de son stress un allié. Et donc après, on a construit ensemble justement mon activité de léonarde. De fait que je sois une léonarde, je suis meilleure si je ne fais pas tous les jours la même chose ou toute la journée la même chose. C'est comme ça que je suis la meilleure. C'est comme les enseignants qui sont polyvalents à l'école. S'ils faisaient que du français tout le temps, par exemple, le professeur de primaire, il ne serait pas forcément à l'aise. Donc moi, c'est ça que j'aime et c'est ce que j'ai reproduit aujourd'hui. Et c'est là où je suis la meilleure. Donc moi, je fais attention dans mon emploi du temps de mettre des séances d'hypnose, des séances de coaching en reconversion, des séances de coaching en micronutrition ou en neuronutrition. Voilà, ça c'est mon lundi, mon mardi, mon jeudi, mon vendredi et mon samedi. En fait, je travaille du lundi midi jusqu'au samedi midi. Puis mon mercredi, j'ai gardé un petit pied dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que je forme maintenant les enseignants, alors pas dans le public, malheureusement, mais dans le privé. En fait, je les forme sur des sujets qui me tiennent à cœur. J'interviens surtout dans le privé catholique ou le privé juif. Et c'est des formations qu'on m'a toujours refusées dans le public quand j'étais conseillère pédagogique. Donc, je fais enseigner en classe flexible sans s'épuiser. Je fais enseigner dehors pour enseigner sans stress. Je fais éduquer aux émotions et à la résolution de conflits pour un climat serein. Je fais envisager un second métier. Et puis, je fais mieux se connaître soi pour mieux travailler en équipe. Donc, je fais ces 5 formations-là. Je travaille pour un organisme de formation, en fait, que le mercredi. Et en fait, j'ai une semaine hyper variée. Et ça, j'adore. Parce que je vais partout en France. J'ai des clients de partout en France parce que je fais beaucoup de téléconsultations. J'ai des clients en Belgique, à La Réunion, enfin. Voilà. Je n'ai pas de journée type, en fait. C'est ça, mais tu as des journées qui te conviennent. Très riches, qui me dynamisent, en fait. Je ne suis plus épuisée maintenant. Oui, alors que pourtant, tu dois quand même faire beaucoup de travail pour être capable de faire tout ce que tu présentes là. Je travaille toujours autant que quand j'étais enseignante, mais le soir, je ne suis pas épuisée. Donc, je peux aller faire du roller, du vélo, aller danser avec ma fille, lire, cuisiner, enfin, m'adonner à mes passions. Et est-ce que tu sais pointer pourquoi, en travaillant autant d'heures, tu n'as pas de fatigue le soir? Parce que je suis sur mes potentiels débordants. Voilà. Maintenant que je me connais, je connais mes potentiels débordants. Quand j'ai un travail à faire, quelque chose à faire qui est sur un potentiel faible, je me prévois plus de temps et je me prévois plus de repos parce que je sais que ce que je vais faire va m'épuiser. Donc, je m'organise autrement maintenant que je me connais mieux, en fait. J'ai développé aussi des outils pour le stress parce que je les apprends aux autres, donc il faut bien que je les fasse pour moi quand même. Donc, la cohérence cardiaque, ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les clientes. Et je la mets beaucoup en place et je sais que c'est le meilleur outil de gestion du stress. Toute l'alimentation anti-stress, je l'applique pour moi quand même. Oui, aussi. Mais justement, puisque là, tu le mentionnes précisément, moi, c'est les 2 termes que j'ai vus sur ton site internet pour lesquels je me suis dit « Ah, ça, je sens que ça ne va pas être connu ». C'est donc la cohérence cardiaque et la micronutrition, c'est ça? Et neuronutrition. Est-ce que tu peux expliquer au grand public et à moi en quoi ça consiste exactement, comment ça fonctionne, quels sont les effets, en quoi ça peut être utile à quelqu'un? En fait, c'est réutiliser nos clés intérieures. Tout simplement, c'est la respiration et l'alimentation. C'est la base de la vie. La respiration, c'est la première chose qu'on fait à la naissance. C'est la dernière chose qu'on fait à notre mort. Et c'est absolument gratuit, la respiration. En fait, la cohérence cardiaque, c'est grâce à la respiration, c'est se mettre en cohérence avec son cœur. Notre cœur qui s'emballe quand on est stressé, par exemple. Eh bien, on va se remettre en cohérence, on va ainsi appuyer sur notre nerf vague et on va ainsi se relaxer, simplement. Donc, il y a plein d'outils, plein d'applications de cohérence cardiaque. D'ailleurs, je l'enseigne aussi aux enseignants pour qu'ils le mettent en place avec leurs élèves. C'est simplement par une respiration en 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire pendant 5 minutes. Et ça, 3 fois par jour. Et si on veut aller plus loin dans la relaxation, c'est 4 secondes d'inspire pour 6 secondes d'expire. Donc, ça fait encore 10. Ça fait encore 10 secondes. Et ça encore pendant 5 minutes.
Et ça a des effets pendant 4 heures. Ah bah c'est rentable. C'est gratuit, c'est magique. Et après, une fois qu'on s'est vraiment entraîné pendant un bon mois, qu'on a bien mis ça 3 fois par jour, on a énormément d'effets sur son stress, sur notre fatigue. On est beaucoup moins fatigué, on a beaucoup moins faim, on a moins recours aux addictions, au café, au tabac, au sucre. On enclenche souvent un amincissement, des choses comme ça, des choses toutes simples avec la respiration, la base de la vie en fait. Notre respiration et puis notre alimentation. C'est la micronutrition et la neuronutrition. C'est comment nourrir nos neuromédiateurs, donc les messagers entre nos neurones, pour stabiliser nos émotions, pour être motivé, concentré, pour apprendre, pour bien dormir aussi. Voilà. Donc on apprend à se nourrir pour éviter de s'épuiser. Mais qui dit micronutrition ne veut pas dire se nourrir peu. Et non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, le micro veut dire micronutriments. On va aller voir les micronutriments. Donc, bon, ceux qui sont connus, par exemple, magnésium, fer, ceux-là, ils sont très connus. Mais par exemple, il y en a qui sont beaucoup moins connus. Le lithium est très peu connu. Le bore, très peu connu. Il y en a qui sont vraiment très, le manganèse, le molybdène, des petites choses comme ça qu'il faut quand même aller voir. Tu me rappelles, tu sais, au lycée, le tableau périodique des éléments. C'est ça. Mais là, on m'a obligée à faire un bac scientifique parce que ça faisait bien, parce que ça me permettait de sortir de mon marasme social. Mais finalement, j'aimais pas. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai gardé tout ça. Comme quoi, tout sert. Quand on se reconvertit, on n'est pas un vase vide. Et est-ce que parmi toutes ces casquettes et tous ces métiers et toutes ces pratiques, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus et à l'inverse des choses que tu aimes moins, que ce soit dans le fond de tes différents métiers ou dans ton statut, puisque du coup, tu es indépendante? Moi, ce que j'adore et que je fais sans m'en rendre compte, c'est que je redonne le sourire aux gens. Les gens arrivent souvent dans mon bureau ou en téléconsultation, où je fais des stages aussi de 5 jours. Ça y est, je les ai lancés. Ils arrivent, ils pleurent beaucoup. Ils pleurent. Les gens pleurent dans mon bureau avec moi. Ils pleurent au début. Et je sais qu'ils repartiront avec le sourire. Et ça, c'est du pur bonheur, en fait. Parce qu'ils livrent tout. Et ils repartent avec le sourire. Enfin, c'est extraordinaire de recevoir ça. Et puis, ce que j'aime, c'est ma liberté. Voilà. Je suis sur mes potentiels débordants et je les utilise comme je veux. Ma créativité, mon innovation. J'aide les autres, je les vois qui retrouvent le sourire. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'aime. Et puis, je fais des liens. C'est-à-dire, la personne vient, je ne sais pas toujours ce que je vais utiliser. C'est pour ça que j'ai un petit rendez-vous de 30 minutes. Comme ça, la personne me parle. Puis, je dis, tiens, pour vous, ce serait plus ça ou plus ça. Alors, l'inconvénient, ce que j'aime moins, et comme tu peux le remarquer, que j'ai beaucoup d'idées, et donc je manque de temps pour tout faire, pour tout mettre en œuvre, pour accompagner tout le monde. Tu vois, là, mon mois de juillet, il est quasiment plein, il me reste que quelques petits rendez-vous, et c'est vraiment une frustration pour moi. Parce que, début août, je fais un stage, et après, je me prends des vacances quand même. Donc, j'accompagne des personnes en stage, donc je ne peux pas les prendre en rendez-vous individuel, les gens. Donc, je ne peux pas les prendre avant le mois de septembre. J'ai juste quelques rendez-vous en juillet, tu vois. Donc, c'est une frustration pour moi de ne pas pouvoir me dédoubler. Mais tu ne veux pas t'agrandir pour autant? Tu ne veux pas devenir une équipe? Si, c'est prévu. C'est prévu, comme on est en train de rénover un lieu où j'ai fait mes premiers stages. J'ai acheté il y a 1 an et demi un lieu en Charente, en pleine campagne. On n'entend que les oiseaux et les grenouilles. Donc, c'est un endroit pour retrouver sa vitalité. Et là, j'ai prévu des emplois. Quel type d'emploi, si ce n'est pas secret? Il n'y a pas de secret, non. J'ai une personne qui, déjà que j'emploie, mais qui est pour l'instant à son compte, qui s'occupe des massages et des soins énergétiques. J'ai prévu d'employer donc une aide-soignante aussi pour la partie un peu plus médicale, que moi, je ne traite pas. Et puis aussi quelqu'un pour la partie très logistique. Si on faisait une comparaison avec ton métier d'enseignante, donc tu me disais qu'en termes de quantité de travail, c'était à peu près la même chose en termes d'heures passées à travailler, on va dire. En ce qui concerne les vacances, est-ce que tu arrives à prendre des vacances comme tu le souhaites? On en parlait à l'instant. Oui, je me prends 5 semaines. Je prends 1 semaine à Noël, 1 semaine au ski et 3 semaines l'été. Voilà. Et laisse-moi deviner, tu trouves que 5 vraies semaines de vacances, c'est plus reposant que 14 semaines de fausses vacances? Alors là, mais totalement. D'ailleurs, quand je pars un week-end en Charente, donc dans le lieu qu'on est en train de rénover, je reviens,
Mais j'ai l'impression d'être partie en vacances, en fait. Juste 2 jours. Donc, en fait, j'ai plus besoin d'autant de vacances. C'est ça. Moi, quand j'ai eu mes premiers week-ends, là, en créant ma boîte cette année, le vendredi soir, j'ai fait tout ce que je voulais faire et que j'aurais normalement eu le temps de faire sur un week-end en plus de mon travail de prof. Donc là, j'ai tout fait le vendredi soir. On a passé une bonne soirée, tout ça. Et puis après, le samedi est arrivé et j'ai commencé à angoisser en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire d'un samedi entier à part travailler? Ma première idée, c'était, je vais avancer pour mon entreprise. Et en fait, je ne voulais surtout pas retomber dans les travers de l'enseignement, enfin, qui étaient les miens en tout cas, qui ne sont pas ceux de tout le monde, mais... Et ça a été compliqué. Il m'a fallu 3-4 week-ends pour me dire, ne travaille pas, assieds-toi dans ton canapé et lis un livre. Et vraiment, je ne me sentais pas bien du tout. Parce que quand le samedi, il est fini, après, tu as encore le dimanche. Vraiment, je te jure que tu sais vraiment pas quoi en faire de tout ce temps-là. Vraiment, j'étais perdue. Au début, moi, je savais pas quoi en faire. Donc, effectivement, du coup, je travaillais tout mon samedi. Je ne prenais que mon dimanche de repos. Faut dire, j'avais peur que mon entreprise ne fonctionne pas. Donc, la peur, c'est pas toujours la meilleure conseillère. Mais bon, du coup, je travaillais tout mon samedi. Puis, je me suis vite rendu compte qu'un dimanche ne suffisait pas. Mais en fait, c'est parce que quand j'étais dans l'enseignement, je n'avais pas développé de passion à côté. Donc, je ne savais pas me reposer. Donc, maintenant, j'ai des passions à côté. Je fais du vélo, par exemple. J'aime aller courir. Là, je me suis redécouvert un nouveau truc, c'est faire du roller. Je sors avec ma fille, je vais au concert. Enfin, je me suis redécouvert grâce à ce temps libre. Et donc, le fait de faire ce genre d'activité fait que le lundi, mais j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre le travail, en fait. Et donc, moi, je regrette de ne pas être partie plus tôt. Oui, j'allais bientôt te demander si tu avais des regrets, mais écoute, on peut y venir maintenant, on reviendra sur la fameuse question du salaire plus tard, mais oui, tu n'as pas d'autres regrets que celui-ci, et celui-ci pourquoi? Non, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas être partie plus tôt. Vraiment, je n'ai qu'un regret, c'est celui-là. Parce que je me suis abîmée la santé. Bon, là, ça a été très long, j'avoue, pour tout remonter, tous mes micronutriments, ma santé émotionnelle, ça a été long, mais pourquoi j'ai été m'enterrer si profond, en fait? Pourquoi je ne suis pas partie plus tôt? Alors, je sais aujourd'hui pourquoi. C'est parce que quand on est en période de burn-in, c'est juste avant le burn-out, on est sourd, aveugle à sa souffrance. On se dit, il faut absolument que je tienne, mais comment ils feront sans moi? Mais franchement, les élèves, je me suis engagée sur ce projet, puis il y a ce voyage, puis il y a ce truc, et puis qu'est-ce qu'ils vont dire les parents? Mais j'ai écouté tout ça. Mais en fait, j'aurais jamais dû. J'aurais dû écouter mon corps, mon cœur qui voulait partir. Donc, le seul regret, c'est de ne pas être partie plus tôt. Mais est-ce que tu penses que si tu étais partie plus tôt, tu aurais eu la même qualité de vie aujourd'hui? Parce que des fois, on n'est pas près de la même façon quand on part en avant. Non, mais c'est pour ça que le burn-out est un beau cadeau, mal emballé, mais un beau cadeau. Parce que du coup, je me suis découverte. Et j'ai découvert ce qui était vraiment important pour moi, c'est l'épanouissement professionnel. Donc, grâce à ça, ça m'a permis, maintenant, je sais que je veux aider les gens à trouver leur épanouissement professionnel ou à le retrouver en tout cas. C'est ça. Et toi, tu en es consciente, mais c'est vraiment un grand plus dans la vie quand on est capable de trouver du positif dans tout. Parce qu'on a une capacité à accepter qui est beaucoup plus importante. Et pour aller de l'avant, je trouve que c'est plus facile parce qu'on trouve du beau dans tout ce qu'on voit, en fait. On trouve des bonnes raisons à tout, des bonnes excuses, des bonnes motivations. Oui, mais pour moi, c'est parce que je pratique la gratitude tous les soirs depuis 4 ans. Tous les soirs. C'est une discipline, on le fait sur le groupe Étincelle ta vie. Tous les soirs, depuis 4 ans, je pratique la gratitude et on le fait en groupe. On l'écrit ensemble sur le groupe Facebook. Et ça, vraiment, ça a changé ma vie. Et ça change la vie de plein de personnes que j'accompagne, en fait. Et du coup, si je reviens juste en arrière sur une dernière comparaison avec le métier d'enseignant, au niveau du salaire, toi, quand tu es partie après 22 ans d'enseignement, est-ce que tu te souviens combien tu gagnais? Et est-ce que tu as pu garder ton même niveau de vie actuellement? Et si oui, est-ce que tu es d'accord de parler en chiffres? Alors, je gagnais 2300, 2200. Donc, voilà, toutes les heures que je faisais, à l'inspection notamment, à la fin. Et aujourd'hui, ça dépend des mois, parce que je suis bien sûr, c'est pas fixe. Je double mon salaire, donc ce qui n'est pas rien. Et puis, ça m'est arrivé un mois, j'ai triplé mon salaire. Mais du coup, je l'ai réinvesti parce que il faut assurer ses arrières. Dans une formation, j'imagine? Tout à fait. Donc, j'ai assuré mes arrières et puis j'en mets de côté.
Donc maintenant, j'en mets beaucoup de côté pour mon entreprise au cas où. Je me contente du salaire que j'avais quand j'étais enseignante et je place le reste pour pouvoir donc rénover ce lieu qui est si important pour moi. Surtout ça a une connotation familiale. C'est pas un héritage. On a acheté à mes beaux-parents, mais c'est important pour moi de faire ce lieu en honneur à mon beau-père, donc qui s'est toujours battu professionnellement. Donc ça a beaucoup de sens. Et maintenant, mon credo, c'est crois en toi et fonce, tu brilleras. Et c'est le credo de mon entreprise maintenant. J'aide les gens à croire en eux et puis à foncer, quoi. Et est-ce que tu aurais, je pense que je sais où tu vas en venir, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ne se sentent pas bien dans leur métier d'enseignant ou d'enseignante et qui aimeraient se reconvertir mais qui n'osent pas sauter le pas? Oui. C'est ne pas rester seul. Ce serait le conseil, ne pas rester seul, se faire accompagner pour s'en sortir plus vite, faire un bilan de potentiel pour apprendre à se connaître, par exemple. Mais en tout cas, apprendre à se connaître, que ce soit n'importe quelle méthode, apprendre à se connaître pour pouvoir trouver cet épanouissement, mais pas seul, parce que seul, on perd du temps. Seul, on peut faire fausse route. Travailler sur son corps également, travailler sur ses émotions aussi, pour pas se laisser envahir. Voilà. Donc ce serait mon conseil, se faire accompagner. Et puis, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au début, moi, j'ai accepté de travailler pour Didascol Formation, mais je voulais pourtant plus être dans l'éducation nationale. Mais quand même, je me suis dit, je vais assurer mes arrières. Voilà. Puis finalement, comme ils ont accepté mes thématiques, j'y reste. Du coup, moi, j'aurais un conseil, ce serait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, si on n'a pas une forte capacité d'adaptation à toutes ces casquettes, bon, faut éviter. Hein, mais au début, on peut se prendre un petit job alimentaire en plus de ce qui nous tient à cœur. Comme ça, on a notre sécurité, enfin cette peur financière qui est assurée. Oui, c'est une peur qui est assez prépondérante, je trouve, chez les enseignants et surtout chez les personnes qui ont une famille à charge, ce que je comprends totalement. Oui. Donc, dans ces cas-là, de se dire, bon, je vais pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais au moins, je vais me garder du temps pour faire quelque chose qui est important pour moi. Du coup, je vais accepter plus facilement de me lancer, en fait. Et est-ce que tu pourrais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ». Je suis épanouie professionnellement et je suis une personne qui aide les gens à faire de leur stress un allié et à trouver leurs belles étincelles intérieures, voilà, pour briller au quotidien. C'est mignon dit comme ça. Je fais un petit saut dans le passé. Il me semble que tu avais rejoint, en tout cas je t'ai vu dessus, le site internet d'Élodie, prof, et ensuite que moi j'avais interviewé dans l'épisode 7, donc à la saison 1, ça date maintenant. Mais donc j'ai vu qu'elle avait toute une équipe présentée sur son site internet avec plusieurs coachs ou personnes qui peuvent accompagner les gens. Et donc toi tu as rejoint cette équipe-là principalement toujours dans la thématique burn-out et stress, c'est ça? Burn-out, stress, retrouver un job épanouissant, trouver sa voie professionnelle, oui. Mais j'ai d'autres personnes que j'ai rejoint. Par exemple, j'ai rejoint Marie-Laure André qui travaille sur la nutrition. J'ai rejoint les laboratoires Physiosens aussi pour la micro et la neuronutrition. J'ai toujours la partie burn-out et nutrition. Enfin, comme je dis, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Tu as bien raison. C'est ce que je fais aussi. On ne sait jamais parce que c'est vrai que certains entrepreneurs à leur compte pour qui ça se passait très bien, tu vois, il suffit d'une pandémie pour que ça ne se passe plus bien du tout. Quand on est enseignant, on a quand même cette force, enfin en tout cas pour les enseignants du premier degré d'où je suis issue, c'est d'être polyvalent. Donc autant utiliser notre force. Voilà, puisqu'on s'est entraîné pendant des années à être polyvalent. Donc voilà, utilisons-le encore. C'est ça, et je pense même que si on va plus loin et si on remonte en arrière, les personnes qui choisissent le professorat des écoles sont déjà des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est multitâche, par la diversité, par l'apprentissage, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse déjà, que tu développes en tant que prof, et effectivement, c'est dommage de s'en priver après, quoi. Bon, après, c'est sûr qu'il faut quand même essayer de trouver un fil conducteur, sinon ça peut être quand même épuisant. Oui, c'est ça, tu fais tout et rien, des fois ça peut être un peu stressant pour la personne en face. C'est ça. Donc moi, c'est épanouissement professionnel, voilà, sans stress.
Eh bien, écoute, Peggy, je te remercie à la fois pour cette interview et à la fois pour tout ce que tu fais maintenant par ta nouvelle carrière, parce que je suis sûre que tu aides beaucoup de monde et ça permet aussi de mettre le burn-out en avant. Et comme je te le disais hors micro tout à l'heure, je pense qu'on n'y est pas assez formé et qu'on ne sait pas assez de choses dessus et qu'on ne sait pas reconnaître ces signes. Et voilà, ça peut vite être compliqué. Donc, je trouve ça super que toi, tu mettes ça en avant, que tu oses en parler et que ce soit pas un tabou, justement. Merci Florence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette 3e saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice, qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!